Bonjour à tous, chers camarades, à l'abri dans vos résidences universitaires parisiennes ou retournés chez vos parents pour réapprendre les règles de la vie en communauté, facilement oubliées, mais très vite rappelées. Aujourd'hui sera une revue de presse un peu exceptionnelle, tournée sans audience dans des locaux Rochelais. Commençons dès maintenant, le monde est vaste et on n'a que 5 minutes. Depuis quelques jours, des événements majeurs passent presque inaperçus, comme si l'on reportait à plus tard les débats qu'il sera nécessaire d'avoir. Le Liban est endetté jusqu'au cou, à 170% de son PIB, les réfugiés syriens, afghans ou irakiens continuent de se faire refouler à la frontière grecque, et Vladimir Poutine vient tout juste de s'assurer la possibilité d'être réélu jusqu'en 2036. Et pour cause, l'Occident a les yeux rivés sur un ennemi nommé scientifiquement SARS-CoV-2, soyons précis. À travers la presse de cette semaine, nous reviendrons sur le bouleversement dû à une épidémie devenue pandémie qui rebat les cartes de prochains grands événements politiques et touche de plein fouet de nombreuses industries, levant la même simple question: comment faire face à l'incertitude? Comme souvent ces derniers temps, l'attention au début de la semaine était tournée vers les États-Unis, où la primaire démocrate continue de battre son plein. Mardi 10, le Figaro s'intéressait aux 6 États pour départager Joe Biden et Bernie Sanders. Dans cet article, Adrien Jolmes rappelle la position défavorable de Sanders depuis le Super Tuesday et combien il jouait gros sur une victoire dans l'État du Michigan, qu'il avait ravi à l'ancienne première dame Hillary 4 ans plus tôt. Déception pour Bernie, le couperet tombant dans la nuit du 10 au 11, c'est une défaite pour le progressiste qui ne remporte même pas le Michigan sur lequel il comptait et se fait devancer, comme le rappelle Gilles Paris dans Le Monde, de 16 points, le journaliste justifiant ce score par la révolution du centre qui porterait l'ancien vice-président d'Obama. Mais malgré l'intérêt porté à cette campagne, pour beaucoup d'analystes comme Chris Cillizza à CNN en janvier dernier ou Carl Campanile au New York Post en février, il ne faisait pas de doute que l'avantage aux prochaines présidentielles était dans le camp des républicains, avant qu'un nouveau candidat ne fasse irruption dans la course à la Maison-Blanche. Tous connaissent son nom, mais nul ne le voit à l'œil nu car c'est un virus. D'abord, des meetings ont dû être annulés en raison de l'âge avancé des deux candidats démocrates, de même que des primaires en Louisiane et en Géorgie ont été repoussées. Ensuite, ce trouble fait indésiré pourrait bien renverser un scrutin qui semblait peu favorable aux ânes bleus. Joseph Stiglitz titre sa chronique épisodique publiée dans Les Échos: face au coronavirus, les États-Unis sont mal armés, et écrit qu'aucun président américain n'a fait autant que Donald Trump pour ébranler la coopération internationale et affaiblir le rôle de l'État. Le Nobel d'économie souligne également que les Américains n'ont pas d'assurance maladie adéquate et sont réticents à se faire dépister face au risque d'être mis en quarantaine et de perdre des journées de salaire. Quand Trump a finalement pris la parole, il est apparu à tous, sauf à Fox News, que les mesures proposées l'étaient bien trop tard. L'Obs a insisté jeudi sur l'inquiétude levée par l'annonce peu claire d'une décision prise unilatéralement de fermer les vols en provenance de l'Europe. Quid des ressortissants? Quid des biens fabriqués sur le vieux continent? C'est sur Twitter et par ses conseillers que Trump lève les ambiguïtés. Une mauvaise gestion de crise pourrait-elle favoriser l'envol de l'un des deux candidats démocrates en novembre prochain et le crash politique du milliardaire? Ceux qui ne risquent pas de s'écraser depuis qu'ils ne peuvent plus s'envoler, ce sont les avions. Outre la décision de l'actuel président américain d'interdire des liaisons aériennes avec l'Europe pour les passagers, le trafic dans les nuages est fortement chahuté par la crise sanitaire. On quitte alors le pays de l'oncle Sam pour celui de la baguette et des escargots, et on peut lire en page 6 du Libération du vendredi 13 mars, le transport aérien fauché en plein vol. L'auteur de ces lignes indique que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a mis en place un report de paiement des charges sociales et fiscales pour le groupe Air France KLM après que l'action du groupe a dévissé de 50%. Mais c'est bien le secteur entier de l'aviation qui est mis à mal, à commencer par la mise en pause de la privatisation du groupe Aéroports de Paris, comme le rapportent Aurélie Lebel et Vincent Verrier dans les colonnes du Parisien, après la chute du cours d'ADP en bourse en raison du Covid-19. Cette crise du business des oiseaux de fer n'a pas lieu simplement en France, avec le dépôt de bilan outre-Manche de la compagnie aérienne Flybe, dont l'arrêt a été précipité par la pandémie. Mais le plus problématique concernant le secteur aérien a été relayé lundi dernier sur le site de Ouest France, des Rome Paris vides, des avions fantômes qui ne veulent pas perdre leur créneau de décollage et d'atterrissage et brûlent inutilement du kérosène en plein dérèglement climatique. Heureusement, mardi 10 mars, la Commission européenne a accepté de suspendre les règles qui obligent les compagnies aériennes à effectuer ces vols à vide, rassure un article du réseau médiatique pan-européen indépendant Euractiv. Ces réponses rapides, collectives, pour résoudre les difficultés soulevées par la pandémie se retrouvent aussi dans d'autres mesures de la Commission et les propositions de Bruxelles pour aider les pays de l'Union dans leur lutte contre la peste noire de ce début de XXIe siècle. Effort résumé en une phrase par Léonore Hubaut dans les pages économiques du Figaro: dépensez autant que vous voudrez. On se demandait en ouvrant cette revue de presse comment faire face. La réponse est ensemble. D'ailleurs, la tribune de l'homme politique et éditorialiste vénézuélien Moïse Naïm, parue en fin de semaine dernière dans le quotidien espagnol El País,
dont le titre original est Todos Somos Vecinos, rappelle à juste titre que la mondialisation n'est pas seulement un flux commercial, financier ou médiatique, mais aussi humain. Selon lui, des pays comme les États-Unis ont tout à perdre à tenter de juguler cette crise en refusant la coopération nécessaire pour vaincre ce mal sans égal récent. Avec une prose énervée, il met l'emphase sur le comportement de l'altruiste prêt à faire des sacrifices pour les autres et critique l'individualiste indifférent aux conséquences de ses actions avant de rappeler une dernière fois en conclusion que le coronavirus a montré que nous sommes tous voisins. Le message est clair. Une précision nécessaire reste toutefois ajoutée à ces mots. Nous sommes tous voisins, certes, mais évitons quand même de nous serrer la main pendant un petit moment. J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient.